sur Clapotis et bienvenue dans cette nouvelle lecture linéaire consacrée à l'œuvre de Balzac, La peau de chagrin. Et nous allons ensemble travailler un extrait, plus particulièrement, qui se situe dans la deuxième partie du roman, partie intitulée Une femme sans cœur. Et ici, nous allons travailler un extrait qui se situe à la fin de cette seconde partie. Comme, je vous le rappelle dans l'introduction, donc vous devez avoir les différents éléments qui apparaissent ici à l'écran, éléments que vous allez présenter de façon très synthétique puisque votre introduction ne doit pas excéder 2 minutes. Tout d'abord, vous présentez l'objet d'étude auquel appartient, l'extrait que vous allez étudier, en l'occurrence ici le roman. Vous allez préciser aussi le parcours associé, qui accompagne l'étude de cette œuvre intégrale, roman de l'énergie, création-destruction. Vous le précisez, vous l'explicitez, assez rapidement, en ce sens que vous allez expliquer que ce parcours a pour but de montrer comment, par exemple, un personnage comme Raphaël incarne effectivement à la fois cette idée, cet élan, créateur, mais aussi destructeur. Ensuite, vous faites une présentation biographique concise, de Balzac, tout en, précisant effectivement où se situe, l'extrait dans l'ensemble du roman. Alors pour ce qui nous concerne, l'extrait se situe, tout simplement à la fin de la seconde partie, lorsque, peu de temps avant, Raphaël, menait une vie excessive et sa débauche coûtait de plus en plus cher et l'argent venait à manquer. Puisque juste avant cet extrait, hein, les créanciers, de Raphaël, commencent à lui réclamer le remboursement de ses dettes et puis, au miracle, le pouvoir magique, de la peau s'opère et il devient riche par un héritage inattendu, heu et donc Raphaël se trouve à la tête d'une belle fortune et il peut désormais, faire tout ce qu'il peut et veut et nous nous situons donc dans cet extrait, à un moment où il prend conscience effectivement du pouvoir, magique, de cette peau, mais un pouvoir qui lui fait peur puisqu'il comprend que plus la peau rétrécit, plus sa vie diminue. Alors on pourrait donc élaborer la problématique suivante: en quoi le désir est-il représenté ici dans ce passage comme une puissance, certes, mais surtout une puissance destructrice? Alors on pourrait, faire émerger, dans cet extrait, 3 mouvements, significatifs que vous voyez apparaître à l'écran. Dans un premier temps, le passage qui montrerait effectivement comment Raphaël est menacé, par son désir. Il va exprimer donc justement cette angoisse, prégnante et montante. 2e passage qui met en évidence, dans cet extrait la satire sociale. On voit par le regard, de Raphaël une société qui est, écrasée, par, les désirs et les plaisirs. Et puis 3e mouvement, qui montre effectivement le désir de Raphaël qui veut s'éloigner de ses excès, d'une société parisienne en, rêvant d'un modèle utopique, qui est celui du paysan. Bien sûr, on va le revenir, dessus, tout à l'heure en détail. Alors, à la fin de l'introduction, si vous ne l'avez pas effectuée au tout début de votre prestation, vous n'oublierez pas d'effectuer une lecture expressive. Cette lecture vous aura été donnée par l'examinateur, dès que vous serez arrivé dans la salle d'examen et bien sûr, cette lecture n'est pas la lecture intégrale de l'extrait que vous allez étudier et expliquer. Ça sera un passage d'à peu près 10-15 lignes délimité au préalable par votre examinateur. N'oubliez pas qu'elle est notée et donc si elle s'appelle expressive, c'est que vous devez donner le, ton approprié à l'extrait. Alors, on va donc, se pencher sur, le premier passage qu'on avait délimité, tout à l'heure. 1er mouvement, on va dire, de l'extrait qui irait d'une horrible pâleur, jusqu'à, justement on va le délimiter ensemble, qui irait jusqu'à, le terme mort, qui est bien sûr significatif ici.
Alors, qu'est-ce qui nous frappe dans ce premier extrait? C'est, déjà les termes qui vont, et vous allez voir, je vous les ai mis donc, de couleurs différentes pour vous aider dans vos analyses et mémorisations. Ce qui frappe donc, c'est tout le champ lexical du cadavre que vous trouvez, par le biais des termes qui sont mis en blanc: pâleur, flétrie, blanchir, sombre, livide et bien sûr le mot qui clôt ce 1er mouvement, enfin ce 1er passage, le mot, mort. C'est un champ lexical du cadavre qui traduit effectivement la peur qui paralyse, Raphaël. Il se transforme sous nos yeux justement en un corps cadavérique qui n'est pas sans faire penser bien sûr, à la fin, du roman avec cette, dégradation, lente et agonisante, physique. Et on remarque, ici, que vous avez une expression que j'ai mise en jaune volontairement, cet héritier. Encore une fois, Balzac utilise ici un groupe nominal qui est presque comme ici une périphrase, bien sûr qui en renvoie à, ce qui précède ce passage, la nouvelle de cet héritage, inattendu, mais en même temps, par cette, utilisation du groupe nominal avec ce démonstratif «cet héritier», on a l'impression que déjà Raphaël perd son identité ou du moins une partie de son identité, et que, progressivement, paradoxalement, ce qui lui apporte fortune lui enlève son existence. Et là, c'est justement significatif dans ce passage. Ensuite, on a bien sûr, hein, le terme «mort», il voyait la mort, cette tournure relativement brève et simple syntaxiquement, annonce le face-à-face inéluctable, tragique, de Raphaël avec son destin. Toujours dans ce mouvement, on a l'évocation effectivement, du banquet. Et ici, Raphaël contemple, ce banquet, ces convives qui ne sont que la traduction d'une société décadente, puisqu'elle est plongée dans le luxe, l'excès des plaisirs et il se rend compte qu'il en a épousé d'ailleurs les vices et cette société reflète parfaitement et malheureusement sa vie. Et on a, justement ce lexique du luxe qui va se mélanger, se mêler au lexique de la fin inéluctable, du destin tragique. Regardez les termes qui sont en rouge: banquet splendide, courtisane, visage rassasié, sont les termes, hein, qui renvoient justement à cette idée du caractère, très luxueux, de tous les banquets auxquels, participe, Raphaël. Mais en même temps, il côtoie, des termes comme par exemple, ces courtisanes, hein, qui vont être qualifiées, par le terme «fanées», qui, ensuite, sont, accompagnées de l'expression «agonie de la joie», alors qui est une image intéressante, hein. C'est une sorte de métaphore de la représentation de ce luxe et en même temps, elle allie 2 termes qui s'opposent. Le terme «joie» qui renvoie à ces moments de rire, et d'excès, des soirées, hein, qu'on a déjà, traversées, au gré du roman et en même temps, il y a le terme «agonie» qui, bien sûr, est un terme proleptique, puisqu'il va annoncer, l'agonie, physique et morale de Raphaël, pardon, de Valentin, par la suite. Et en même temps, on a donc, cette figure qui est aussi la métonymie des visages rassasiés. La métonymie, je vous rappelle, c'est la partie pour le tout et on voit bien que les visages vont, représenter l'ensemble des convives. Pourquoi se focaliser sur les visages? Parce que c'est sur les visages qu'il y a ces expressions, justement de joie, mais en même temps des expressions qui vont annoncer, d'autres expressions qui sont celles, de l'agonie. Et puis on a, l'utilisation, dans la phrase suivante, enfin l'expression: «Raphaël regarda 3 fois le talisman», hein, comme ces 3 coups, de théâtre, hein, qui vont annoncer, la levée du rideau, puisque ici en fait on a, la magie, qui va s'opérer, c'est-à-dire cette peau qui va, exaucer les vœux de Raphaël, mais en même temps, qui va, à travers, le fait d'exaucer ses vœux, va aussi, rétrécir et donc au-delà d'être symbolique, par son rétrécissement, elle va rétrécir inéluctablement la vie de Raphaël.
Donc il y a ces 3 coups de théâtre, hein, ça y est, il est rentré sur scène, pour, rentrer dans la mécanique de son destin, tragique. Et puis on a l'utilisation du terme «les impitoyables lignes». Alors on pourrait parler de la figure de l'hypallage. L'hypallage, c'est quoi? C'est une figure de style, qui consiste en fait à attribuer à certains mots, ce qui conviendrait plutôt à d'autres mots de la même phrase. Effectivement, une ligne ne peut pas être impitoyable, hein. C'est l'adjectif, désigne, un comportement, enfin, quelque chose, hein, qui, s'attribue aussi à un comportement, humain. Et donc, qu'est-ce qui est impitoyable ici? C'est, la vie de Raphaël qui s'annonce impitoyable parce qu'il a justement, pactisé avec cette peau qui va, l'emmener vers son destin inéluctable. Et puis on a aussi, les termes «il essayait de douter», mais un clair pressentiment anéantissait son incrédulité. On voit bien ici tout ce lexique, qui montre, la psychologie à cet instant de Raphaël qui tente de réagir rationnellement face à l'événement. Et les termes, hein, douter, mais le clair pressentiment montre bien effectivement, toute cette, lucidité que peut avoir, Raphaël, mais une lucidité qui ne le rend absolument pas maître de son destin. Il n'est plus acteur, il n'est que spectateur. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans le mouvement suivant qu'on va avoir justement, cette posture de Raphaël qui se présente comme un spectateur, qui est impuissant. Et on voit bien à partir de «le monde lui appartenait», on a comme une sorte de focalisation interne, hem c'est-à-dire qu'on voit la scène par les yeux, de Raphaël qui va ne pouvoir que contempler, le spectacle qui se déroule sous ses yeux. Alors, on a cette impression, hein, par l'expression «le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne voulait plus rien». Raphaël est à la fois présenté ici comme tout-puissant, captif de la peau, mais on a et on retrouve dans ce passage le fameux jeu entre le pouvoir, et le vouloir qui s'opposent, désormais. S'il peut tout, Raphaël ne veut plus que survivre, et on a donc ce croisement, hein, des termes syntaxiques, le «pouvait», qui est une affirmation et qui fait écho à «voulait», mais qui est en tournure négative, et puis l'opposition entre le tout et le rien. Donc on a bien, aussi cette symbolique, par, la tournure de phrase. Et puis on pourrait presque parler ici, d'hyperbole. On a une sorte d'emphase syntaxique, hein. Le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne pouvait plus rien. Une hyperbole qui montre, l'exagération bien sûr de la pensée de Raphaël, mais il est dans l'excès face à une situation qu'il ne maîtrise plus. Et le rythme ternaire de cette phrase-là fait écho aux 3 coups, précédents, et montre ici le côté, le rythme, hein, traduit le côté implacable qui va se mettre ici en place, quant à son destin. Après, on voit, dans la phrase suivante, l'utilisation d'une comparaison comme un voyageur au milieu du désert. Une comparaison, mais aussi une mise en place d'une image qui va, parler au lecteur, hein. On voit ce voyageur au milieu du désert, cette idée de la perdition, du personnage. Et les images d'ailleurs vont, souligner la détresse du personnage, qui se retrouve, seul, dans ce monde, excessif, agité, sonore. On imagine très bien la scène, même presque d'un point de vue cinématographique, par cette focalisation interne, hein, Raphaël, avec, ces bruits qui l'entourent et en même temps ce côté, totalement perdu du personnage. Alors pour autant, ce qui est, assez aussi, étonnant, on a ces images, hein, qui soulignent, la détresse du personnage, mais en même temps, celui-ci, c'est-à-dire Raphaël, reste, étonnamment matérialiste. On voit bien ici dans ce passage qu'on a le lexique, hein, de la mesure, du calcul, qui, apparaît. Vous voyez donc les termes que j'ai mis en bleu, hein, mesurer, au nombre, lui coûter, qui montrent bien ici, par ce lexique, hein, qu'il envisage, la vie
et le temps dans une perspective monétaire. On voit bien donc, que on comprend que de toute façon, quoi qu'il arrive, Raphaël est perdu parce il adopte une posture qui n'est pas la bonne. Il reste dans ce calcul, il envisage tout dans cette perspective monétaire et c'est ça aussi qui va le perdre et pour autant, il envisage, cette vie en calculant, mais on voit bien que la panique s'empare de lui. On voit bien par les termes, hein, il croyait, il s'écoutait, il se sentait, c'est un être aussi de sensation. Il a presque cette intuition, aussi que ce qu'il fait va le courir à sa perte. On voit bien donc le recours aussi au lexique, de la maladie, hein, les termes, malade, pulmonique. Il utilise aussi des interrogations, qui sont directes. «Ne suis-je pas pulmonique? Ma mère n'est-elle pas morte de la poitrine?» On voit bien que la panique s'empare de lui. Il fait inconsciemment appel à la figure maternelle et il tente d'expliquer rationnellement, la maladie et aussi ensuite la mort pour, quelque part apprivoiser l'inconnu. Et à cet instant, le lecteur éprouve une certaine, compassion, une certaine pitié vis-à-vis de ce personnage qui, panique et on voit bien donc dans ce premier mouvement comment, le motif fantastique de la peau révèle à Raphaël la puissance mortifère en fait, du désir. Et puis on poursuit, dans le second mouvement qu'on avait indiqué donc dans l'introduction, à partir de, «Ah ah, Raphaël, vous allez bien vous amuser», hein, jusqu'à, dit, Émile. Alors dans ce passage, on pourrait dire qu'on assiste ici à la réaction des convives qui vont, dévoiler tout le cynisme des hommes et en particulier celui, des, hommes, évoluant sous la monarchie de Juillet. On retrouve à ce moment-là l'angle à la fois, critique, et vindicatif de Balzac vis-à-vis de sa société, qu'il lui aussi a côtoyée, hein, dans sa vie. Il va nous présenter dans ce passage des personnages avides d'argent, de plaisir, qui ne croient plus en rien. Alors, cette mise en scène de ce monde parisien, cette mise en scène critique est, d'autant plus, significative qu'il y a ici le recours, simple mais efficace au discours direct qui permet de mettre en scène justement ces personnages, hem, pitoyables et on voit bien d'emblée qu'est-ce qui frappe dans ce passage, les convives se réjouissent bien sûr pour Raphaël, mais s'ils se réjouissent pour Raphaël, c'est qu'ils y voient bien sûr un intérêt, et ils vont s'empresser, de faire, plusieurs demandes, à Raphaël. On va voir celle, justement la demande d'argent empressée d'Aquilina. On va voir le toast aussi, pour fêter la mort d'un homme qui montre bien ici tout le cynisme de ces gens qui ne voient plus dans la mort en fait qu'un moyen de s'enrichir. Alors, on voit bien, leur côté, cynique et cet enthousiasme qui traduit, justement leur, avidité. Vous le voyez et vous l'évoquerez par le recours aux tournures, exclamatives, qui, parcourent ce passage, mais aussi aux tournures, interrogatives. On a des questions, directes, des impératifs, qui montrent leur enthousiasme et un enthousiasme intéressé, bien sûr, qui traduit leur requête. On voit aussi, que ce discours direct est marqué, en quelque sorte par le recours à la stichométie. Alors vous savez la stichométie au théâtre, c'est la succession rapide de très courtes répliques et on voit qu'ici, c'est ce recours à la stichométie, traduit, cet empressement, des convives, pour que, Raphaël, héritier ici d'une fortune, leur en fasse profiter. Et ils vont flatter, bien sûr, Raphaël. Certains, un des locuteurs, prédit à Raphaël l'accès à la pairie. Alors je vous ai expliqué, justement en petit appel en bas, ce que c'était, hein, donc c'est ce qui vous permettait aussi d'obtenir fortune et carrière, politique, hein, qui, allaient, ensemble. Donc vous avez, cette affirmation: «Il sera pair de France», hein, ce côté aussi, du futur catégorique, qui montre, heu,
pour eux l'évidence, hein, si on a une fortune, on est forcément pair de France, mais on voit bien aussi, la réplique, méprisante, de l'autre convive, hein, qui balaye le prestige de l'institution. Qu'est-ce qu'un pair, de France après juillet? Donc ici, on a cette, critique, sous-jacente aussi, du système politique et ce qui montre aussi que les convives ne croient plus en rien. On a un enchaînement de répliques ensuite, après l'évocation du pouvoir politique, mais que l'on méprise et l'on sous-estime, il y a, l'allusion aux éléments qui font référence, justement au plaisir mondain. «Auras-tu loge au bouffon? J'espère que vous nous régalerez tous». On a, justement par l'expression «loge au bouffon», l'évocation bien sûr des plaisirs mondains comme, c'était, par exemple le théâtre. On a, donc cette évocation de ce microcosme parisien qui passait son temps à aller, se divertir et ce n'est pas faire penser l'expression «loge au bouffon» à effectivement, ces plaisirs mondains, qui, retrouvaient ou se traduisaient, dans les, sorties que l'on effectuait à l'Opéra Bouffe, hein. L'Opéra Bouffe, c'était l'opéra, comique, c'était, ce qu'on appelait les bouffes parisiens et ce que va ensuite déployer, bien après, dans les années 1850 et même après, le fameux Offenbach avec, ses opéras comiques. Donc il y a cette évocation des plaisirs mondains, mais on pourrait comprendre ici aussi toute la malice de Balzac parce que, l'expression «loge au bouffon», est-ce que c'est pas aussi la loge, la représentation de cet espace, fermé, restreint, mais de ce microcosme mondain qu'on est en train de découvrir, hein, sous les yeux de Raphaël, ce microcosme pitoyable qui n'est pas sans faire penser à des, bouffons, hein, ces gens qui, passent leur temps à rire et faire rire, mais qui sont pitoyables justement par, leur rire méprisable. Donc là, il y a toute cette subtilité de Balzac, hein, qui montre bien qu'en fait, tous ces convives que côtoie ici, Raphaël, c'est eux les bouffons. Ils font rire, mais rire juste un temps et malheureusement Raphaël comprend qu'il en fait partie. Le recours à cette, succession, de répliques, traduit bien, l'empressement des convives, qui poussent Raphaël à, ce qu'il leur fasse profiter justement de son argent et donc ça ne fait que renforcer le côté, avide de plaisir et d'argent de tous ces personnages et donc on voit bien ici que la satire sociale est au plus haut point et elle est fortement bien mise d'ailleurs en valeur par Balzac. On a le troisième mouvement qui, va justement, ici, montrer que Raphaël, tente de s'extirper de cette société, malade et il va à cet instant fantasmer, sur une vie simple, vertueuse, mais qui, bien sûr ne sera qu'un moment, utopique, une vision utopique dans l'esprit de Raphaël puisque rapidement dans la suite du roman, il montrera, qu'il ne peut aspirer à cette vie et que ses aspirations sont, bien sûr inefficaces. Alors, on voit bien aussi, cet, éloignement progressif de Raphaël, avec l'expression le hurrah de cette assemblée, rieuse, résonnait aux oreilles de Valentin. Hein, on a toujours cette focalisation interne qui se poursuit et le terme et le verbe résonner montrent bien cet éloignement, de l'esprit, de Raphaël, hein, qui, est certes là physiquement, pendant cette, orgie, mais s'en éloigne de par l'esprit. Il rêve ici, petit à petit, on glisse vers l'idée du rêve de Raphaël qui, aspire à cette vie, radicalement différente de celle de ses convives, mais qui est aussi, la sienne. Une vie au contact de la nature, hein, on le voit par, des termes, hein, comme, le terme «champ», d'une vie, qui est aussi, au contact, d'une nature qui est féconde. On a l'évocation des enfants, conforme aussi aux préceptes de la religion. Il envie, l'homme simple, hein, qui croit dans l'ordre politique, qui est évoqué par le terme roi, mais qui est aussi dénué d'esprit critique,
Alors certes, il ne comprend pas le sermon du prêtre, mais il le respecte. Il, rêve de cette, vie qui est au contact de désirs, mais qui sont des désirs simples et on voit bien, par, l'accumulation, des participes, des verbes au participe présent qu'il y a ici, cette, aspiration à une vie harmonieuse et marquée justement par, cette simplicité qu'on évoquait tout à l'heure. Donc labourant, mangeant, buvant, croyant, dansant, ne comprenant pas. On a donc tous ces mots, qui vont, évoquer justement, ce lexique en fait, pittoresque, d'une Bretagne, hein, puisque là c'est l'évocation justement, de ce personnage, breton. Une évocation, donc simple, d'un paysan de Bretagne qui, vit modestement. Et bien sûr, on a, ici, un tableau qui se dresse, qui est complètement en contraste avec, tous ces personnages agités que l'on vient de croiser dans le mouvement précédent. Et donc face à cet idéal de simplicité qui ne dure qu'un temps, hein, dans l'esprit de Raphaël, on retrouve, la vie parisienne, par, l'évocation, hein, justement du spectacle, de ces lambris, dorés, de ces courtisanes, de ce repas, de ce luxe. On a une énumération, qui montre bien, que, tous ces termes lui, apparaissent, insupportables et on a le recours ici au déterminant, démonstratif, hein. C'est, ce, qui, heu, ici, prend une valeur, péjorative, hein, montre bien justement le mépris, que ressent ici, Raphaël. C'est un spectacle qui lui devient vraiment insupportable et ce, spectacle le ramène, justement à sa misérable condition, paradoxalement, même s'il est plongé dans le luxe, et l'atout lui rappelle aussi sa crainte de mourir d'une maladie pulmonaire et bien sûr annonce sa, mort inévitable, hein. Les expressions bleues «prenaient à la gorge», le faisaient tousser, le ramènent, malheureusement dans, la trivialité pitoyable, de cet espace, qu'est, celui de l'orgie. Et donc on voit bien que, le rêve, de cette vie, simple de ce Breton, n'était que, fugace et le ramène inéluctablement à son destin tragique. Et donc dans ce troisième mouvement, on voit bien, comment en fait, Balzac a mis en place, presque une vision antithétique entre une vie simple et vertueuse, qui s'oppose à cette vie, de luxe parisienne. Alors en conclusion, vous rappelez donc bien sûr les points qui ont été abordés, mais de façon très, très rapide. En conclusion et surtout en ouverture, hein, en montrant, justement combien, la fragilité de Raphaël dans cet extrait, se retrouve dans d'autres passages. Donc n'hésitez pas à évoquer un autre passage qui traduirait effectivement, ce côté, fragile, de Raphaël, qui pose la question d'ailleurs, de savoir s'il est véritablement, un héros. Et dans ce cas-là aussi, votre ouverture pourrait porter sur, le parallèle ou le contraste entre, Raphaël et d'autres personnages que l'on pourrait qualifier de héros ou au contraire de héros fragiles. Et il y en a dans la littérature, romanesque, en particulier au XIXe siècle, donc rien ne nous empêche de faire un parallèle entre, par exemple, Raphaël, le fameux Julien Sorel du Rouge et Noir ou le Frédéric Moreau de l'Éducation sentimentale. D'ici là, je vous dis à très vite pour d'autres lectures linéaires sur Clapotis.